Bonjour à tous, aujourd'hui je vais enfin débuter mes conseils de lecture, chose que j'avais notamment promise à notre cher ami Odon l'hiver dernier, Odon que je salue ici chaleureusement. Pour débuter cette série, je vous présente aujourd'hui The Populist Delusion, l'illusion populiste de Nima Parvini, également connu sous le pseudonyme Academic Agent. Et ça tombe bien puisque moi et Odon sommes probablement parmi les rares Français à connaître et à suivre cet auteur britannique. Il est temps que ça change. Donc brève information sur l'auteur, celui-ci n'est malheureusement pas un catholique, ni quelqu'un qu'on pourrait qualifier de tout à fait proche de l'intégralisme. Parvini vient plutôt d'une tendance libérale conservatrice typiquement britannique et lui-même aime plutôt se décrire comme étant un centriste raisonnable. Cela étant dit, Parvini est devenu l'un des meilleurs vulgarisateurs de ce qu'on appelle The Elite Theory dans le monde anglo-saxon, la théorie des élites, et qu'on pourrait également appeler la sociologie des élites en français. Et à ce titre, ce livre, The Populist Delusion, est une excellente introduction à ce thème central des sciences politiques qu'est l'étude de la nature du pouvoir. Avant même d'aller plus loin, je vous recommande très fortement la lecture de ce livre, du moins si vous maîtrisez bien l'anglais, car malheureusement il n'existe pas de traduction en français à ce jour. Pourquoi ce livre est-il d'utilité publique? Eh bien tout simplement parce qu'il est urgent de travailler à défaire nos concitoyens des mythes politiques hérités des Lumières et de la dite philosophie moderne. En particulier du mythe très pervers consistant à faire croire que la souveraineté populaire, dont l'expression se ferait nécessairement sous la forme de la démocratie libérale et représentative, serait le fondement même du pouvoir, des lois et donc de la morale publique. Et de ce mythe découle une mauvaise conception du pouvoir et de son origine. Et par conséquent, un grand nombre de nos concitoyens, y compris au sein de la nouvelle opinion publique et même au sein de ce qu'on appelle la dissidence, sont convaincus par ce principe selon lequel le peuple est souverain et que tout pouvoir émane de lui, et que le pays irait mal uniquement parce que ce principe serait bafoué par le méchant gouvernement Macron. Ce mythe est notamment exprimé dans le 3e article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lequel affirme que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. En tant que catholiques, nous savons que ce principe est faux. Il est faux car il repose sur un mensonge, ou comme dirait Parvini, sur une illusion subtile. L'Église nous enseigne que la souveraineté est fondée, et ne peut que se fonder sur la loi divine, d'où dérive le droit naturel et ensuite le droit positif. Boniface VIII enseigne ainsi dans Unam Sanctam: il convient que le glaive temporel soit soumis au glaive spirituel, et que l'autorité temporelle soit soumise au pouvoir spirituel, puisque l'apôtre a dit: il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. Cette autorité ne serait pas ordonnée si l'un des deux glaives n'était pas subordonné à l'autre, et si le glaive inférieur n'était pas élevé par l'autre. Et Léon XIII, dans Libertas, poursuit en faisant remarquer que la force des lois humaines consiste en ce qu'on les regarde comme étant une inspiration de la loi éternelle. En clair, selon la doctrine catholique, le droit positif, la représentation gouvernementale, et donc la souveraineté, qu'elle soit nationale, populaire ou gouvernementale, doit être soumise à un principe supérieur afin d'être légitime, durable, véritablement utile et profitable au bien commun. Et ce principe supérieur, évidemment, c'est la loi divine et naturelle. Bien sûr, ces principes sont absents de l'analyse de Parvini, qui, comme je l'ai dit, n'est pas catholique. Cependant, son exposé de la théorie des élites permet également de comprendre à quel point la souveraineté populaire, telle qu'elle est comprise et mythifiée aujourd'hui par le régime, mais aussi par l'essentiel des populations occidentales, est un leurre, c'est une illusion, c'est l'illusion populiste. Dans son introduction, Parvini présente son ouvrage de cette façon, je cite: « Ce livre traite des réalités du pouvoir et de la façon dont le pouvoir fonctionne, en dehors de toute considération idéologique. Il contient en son cœur une thèse qui contredit absolument l'illusion démocratique ou populiste selon laquelle le peuple est ou pourrait jamais être souverain. » Et Parvini poursuit en rappelant ce principe élémentaire de la loi politique: la majorité est toujours dirigée par une minorité organisée. Enfin, Parvini indique que cette thèse amène à une autre conclusion, qui est que tout progrès social, en tout temps et en tout lieu, a toujours été un phénomène venu du haut pour s'imposer en bas, et que tous ces progrès sociaux sont généralement toujours amenés par les élites plutôt que par le peuple. Pour poser les arguments de cette thèse, Parvini nous introduit à la pensée de 8 théoriciens politiques célèbres que sont Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Robert Michels, Carl Schmitt, Bertrand de Jouvenel,
James Burnham, Samuel Francis et Paul Gottfried. Il faut immédiatement préciser ici que la façon dont Parvini introduit et résume la pensée de ses auteurs est particulièrement utile, en ce qu'elle est très synthétique et elle se concentre sur les apports doctrinaux spécifiquement pertinents à la thèse en question. Donc rien que de ce point de vue, ce livre est extrêmement bien fait. Ensuite, l'exposé de ces apports doctrinaux permet d'avoir et d'apporter plutôt une critique radicale de ce que Parvini appelle les 4 mythes du libéralisme, à savoir, premièrement, le mythe de la société sans État, c'est-à-dire le mythe selon lequel l'État et la société pourraient exister séparément. Deuxièmement, le mythe de la neutralité de l'État, c'est-à-dire le mythe selon lequel l'État et la politique pourraient exister séparément. Enfin, troisièmement, le mythe du marché libre, c'est-à-dire le mythe selon lequel l'État et l'économie pourraient exister séparément. Je dirais même de façon plus précise, le mythe selon lequel la politique et l'économie pourraient exister séparément. Et enfin, le quatrième mythe, le mythe de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire le mythe selon lequel les centres concentriques du pouvoir pourraient durablement exister de façon séparée, sans finir, à un moment donné, par converger. Ce livre, qui est assez court et encore une fois très bien écrit, ravira certainement les amateurs de belle langue anglaise, Parvini étant à la base un universitaire spécialiste de l'œuvre de Shakespeare. L'autre chose très utile de ce livre, c'est que Parvini parsème régulièrement ses analyses d'exemples concrets dans l'actualité politique. En particulier, pour solidifier les conclusions générales de la théorie des élites, Parvini utilise régulièrement l'exemple du fiasco de l'insurrection des patriotes américains lors de l'élection présidentielle de 2020. Et ceci est un exemple particulièrement pertinent qui rejoint les analyses que j'ai moi-même pu faire à ce sujet par le passé, non seulement sur le cas du 6 janvier 2020, mais aussi à propos de la révolte des Gilets jaunes en France. Dans les deux cas, nous avons assisté à des mouvements insurrectionnels ou pré-insurrectionnels absolument légitimes et organiques, mais qui échouèrent et qui étaient presque programmés pour échouer parce que ces mouvements n'avaient pas de chef, ni d'organisation, ni de doctrine pour les guider vers un objectif clair. Et si l'on observe bien ces deux événements, on constate qu'ils partagent de nombreuses similarités sur le plan idéologique, puisqu'en France comme aux États-Unis, ces masses de citoyens légitimement en colère adhéraient généralement aux mythes libéraux de la souveraineté populaire, raison pour laquelle, notamment dans le cas français, le mouvement des Gilets jaunes dériva rapidement vers un populisme anarchisant, réclamant des solutions absurdes et utopiques, comme celle du référendum d'initiative citoyenne ou celle de la démocratie directe. Solution d'ailleurs sans aucun rapport moral avec le problème politique auquel le mouvement faisait initialement face. Et même en assumant que ces propositions étaient politiquement pertinentes. La réalité politique rattrapa les uns et les autres. Malgré toutes les manifestations massives que nous avons eues en France, y compris dans le mouvement contre les retraites, malgré les milliers d'initiatives citoyennes en Amérique, afin de démontrer par exemple les fraudes électorales évidentes, eh bien, le fait est que ces manifestations légitimes de colère citoyenne ne pouvaient aboutir à rien, parce que ces masses, en tant que telles, étaient dépourvues de tout leadership et de toute élite organisée pouvant non seulement les représenter, mais surtout mettre en pratique leurs revendications de façon souveraine, mise en pratique qui implique, par définition, une prise ou une occupation du pouvoir. Or, les lois de l'histoire et de la politique nous le montrent. Le peuple, de lui-même, par définition, n'a jamais pris le pouvoir, puisque prendre le pouvoir, c'est nécessairement remplacer une classe dirigeante par une autre, et donc une minorité politique par une autre, qui par définition n'est pas la majorité, et qui n'est donc pas le peuple en tant que tel. En clair, ces deux exemples récents ont montré que la souveraineté populaire, comprise selon le paradigme libéral, est un mythe et que toute organisation humaine, en particulier l'organisation politique, doit disposer d'une élite politique, non seulement pour prendre le pouvoir, mais également pour le maintenir. Il serait trop long ici de faire un résumé de la pensée des 8 théoriciens présentés par Parvini. Si Dieu le veut, je ferai peut-être une série d'émissions pour les présenter séparément. Il convient simplement de procéder à quelques précisions quant à notre appréciation des auteurs présentés et de leur système de pensée respectifs. Car il faut dire qu'il existe chez certains de ces auteurs une certaine philosophie, une certaine vision de l'homme, de la morale et de la société et de la politique, qui sont essentiellement, ou en tout cas en de nombreux aspects, contraires à la doctrine catholique, mais aussi, comme c'est évident, à la philosophie réaliste.
Selon moi, les auteurs qui nous sont le plus proches et qui nous sont les plus profitables sont évidemment le grand maître Gaetano Mosca ainsi que Carl Schmitt, dans la mesure où ils nous donnent des instructions essentielles sur la nature du pouvoir et de ses dynamiques, tout en conservant toujours une considération pour la dimension morale et idéologique des phénomènes de pouvoir. Tous ces autres auteurs sont utiles et apportent des grilles d'analyse pertinentes sur des points de détail. Mais soit ils manquent de dimension morale, soit ils manquent d'universalité dans leur analyse. Parmi ceux-là, ceux qui nous parlent le plus, sans doute parce qu'ils sont le plus proches de nous temporellement, et qu'ils parlent de phénomènes que nous vivons aujourd'hui encore de façon concrète, sont clairement James Burnham, Samuel Francis et Paul Gottfried, avec une mention spéciale pour Samuel Francis et Paul Gottfried pour leurs intuitions et leurs prédictions politiques tout à fait remarquables. Le livre de Parvini est donc extrêmement pratique pour avoir à sa disposition un solide résumé de la théorie des élites sans nécessairement avoir à plonger dans la bibliographie parfois très large des auteurs cités. Il suffit de voir un petit peu la somme de l'œuvre de Pareto. Encore une fois, les catholiques gagneront du temps à se limiter à cette synthèse et à n'approfondir que des auteurs tels que Carl Schmitt et Gaetano Mosca, ainsi peut-être que Paul Gottfried pour tout ce qui concerne la critique de ce qu'il appelle l'état thérapeutique. S'il faut exprimer un regret ou peut-être produire un complément à ce livre, ce serait peut-être quelques lignes en plus pour souligner plus fermement les défauts du système de pensée de certains de ces auteurs. Mais il est vrai que ce n'était pas là l'objectif de Parvini. En ce qui me concerne, il faudrait compléter cette revue en mettant en garde contre plusieurs écueils chez l'homme postmoderne, qui ont beaucoup à voir avec ce fameux désenchantement du citoyen dont parlait Walter Lippmann. En effet, en réaction aux désordres sociaux et politiques causés par les démocraties libérales d'Occident, beaucoup de citoyens succombent facilement aux pièges et aux tentations de la fragmentation sociale. Certains, par exemple, se réfugient dans des formes nouvelles de libertarisme et considèrent que c'est l'État lui-même qui est le problème. D'autres, percevant les tendances nécessairement autoritaires des gouvernements, croient naïvement que la classe dirigeante s'efforce d'empêcher la réalisation de l'idéal démocratique, de l'utopie de la souveraineté populaire, sans réaliser qu'en fait la classe politique a depuis longtemps conscience qu'il ne s'agit là que d'un élément de langage dans sa formule politique, mais qui n'est pas réalisable dans le cadre de cette idée mythique de démocratie qui a été véhiculée aux masses depuis le XIXe siècle. D'autres encore sont tentés de croire que c'est le mode managérial de gouvernance lui-même qui serait le problème fondamental du système actuel, ce que nous voyons notamment dans la critique de Burnham et surtout de Samuel Francis. Là encore, nous pensons avec Paul Gottfried que ce mode de gouvernance n'est finalement qu'un instrument et non pas une fin en soi. Il est apparu presque naturellement en raison de l'évolution de la taille des organisations humaines, mais il n'a pas réellement d'incidence morale ou idéologique en tant que tel. Au contraire, comme mode de gouvernance, il n'est que fonction de la formule politique dont il dépend aujourd'hui et dont il dépendra demain. Et c'est la raison pour laquelle, comme je le disais précédemment, je vous recommande plutôt d'approfondir des auteurs comme Gaetano Mosca ou Carl Schmitt, puisque nous revenons avec eux à l'essentiel, c'est-à-dire à la formule politique et à la distinction entre l'ami et l'ennemi. Il faut comprendre que le problème social et politique auquel fait face la France aujourd'hui, ainsi qu'un certain nombre de pays occidentaux, n'est pas lié à une forme de gouvernement, ni à un mode de gouvernance, fût-il managérial, ni à l'existence du pouvoir politique ou de l'État central, comme le croient les anarchistes et les libertariens, ni même à la démocratie, comme on le croit parfois même chez nous autres catholiques. Non, le problème est avant tout lié à la formule politique, autrement dit, en termes profanes, à l'idéologie dominante. Et si nous devions être cyniques, comme Pareto et Burnham, nous pourrions dire que le contenu de la formule politique importe peu. Mais ceci, en réalité, est absurde. Le contenu de la formule politique n'est pas un simple outil de justification ou de ralliement des masses. Toute formule politique se traduit inévitablement dans le gouvernement, dans la loi, et donc dans toutes les strates de la société civile, peu importe qu'il s'agisse d'un instrument manié par des opportunistes ou manié par des zélotes. Dans un cas comme dans un autre, la qualité morale de cette formule politique aura un impact sur la société. Si cette formule politique contient en elle-même des éléments immoraux,
à même de favoriser la corruption morale des élites en même temps que celle du peuple, il est évident que cette formule politique, même si elle se trouve capable d'assurer un temps l'illusion du consensus et du bien fondé de ses doctrines et de la légitimité de son régime, conduira inévitablement à la disruption de l'ordre social, à la fragmentation du corps social et donc à la désaffection d'une partie de l'élite non gouvernante et de la base populaire. De cela, il faut tirer plusieurs conclusions. Premièrement, qu'il n'est ni utile, ni raisonnable, ni honorable de souscrire aux dogmes de la formule politique de nos ennemis, en particulier aux dogmes les plus délirants, les plus dangereux, les plus nettement contraires à l'ordre social et à la morale objective. L'entêtement des partis nationaux à vouloir défendre des dogmes néfastes tels que le laïcisme ou les prétendus droits LGBT ou les prétendus droits à l'avortement est non seulement un signal de faiblesse morale, mais aussi de faiblesse politique vis-à-vis de ses adversaires. Deuxièmement, il faut affirmer que la qualité de la formule politique importe grandement et qu'elle doit précéder l'action politique, que celle-ci soit militante, exécutive ou législative. Que l'on soit dans une position de conquête du pouvoir ou d'exercice du pouvoir, il est primordial de porter une formule politique qui soit en conformité manifeste avec les intérêts du peuple. Ces intérêts ne sauraient d'ailleurs se limiter à la sphère purement sécuritaire ou économique. Pour que les intérêts sociaux du peuple soient assurés, il faut nécessairement que ses intérêts moraux le soient aussi. À ce titre, nous devons opérer une distinction entre les intérêts du peuple et ceux de l'opinion populaire, cette dernière étant parfois, et même souvent, ignorante de ses propres intérêts. Ainsi donc, la clé du problème politique repose avant toute chose dans la formule politique. Une fois le pouvoir conquis, les lois de la politique reprennent leurs droits, et il faut être parfaitement clair. Que nous, ou les communistes, ou le parti écologiste arrivent demain au pouvoir, nous utiliserons tous sensiblement les mêmes outils politiques décrits dans ce livre. D'une part, contre nos ennemis politiques, d'autre part, pour former et intégrer une élite qui adhère à notre formule politique, et enfin, afin de marginaliser les opinions directement contraires à notre formule politique. Enfin, en ce qui concerne la question centrale du livre, à savoir l'illusion populiste, il convient de noter qu'une fois encore, les notions de souveraineté populaire et de démocratie, en tant que concept classique, ont largement été subvertis et sécularisés par les philosophes des Lumières et leurs héritiers idéologiques, raison pour laquelle nous nous sommes souvent efforcés de distinguer souveraineté populaire et démocratie selon le point de vue de la tradition classique et catholique et selon le point de vue de la philosophie moderne. Car oui, il existe bel et bien une saine notion de souveraineté populaire. Saint Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, enseigne ceci. 2 points sont à observer dans la bonne organisation du gouvernement d'une cité ou d'une nation. D'abord, que tout le monde participe plus ou moins au gouvernement, car il y a là, selon le 2e livre des politiques, une garantie de paix civile, et tous chérissent et soutiennent un tel état de choses. L'autre point concerne la forme du régime ou de l'organisation des pouvoirs. On sait qu'il en existe plusieurs, distingués par Aristote, mais les plus remarquables sont la royauté, c'est-à-dire la domination d'un seul selon la vertu, et l'aristocratie, c'est-à-dire le gouvernement des meilleurs, c'est-à-dire la domination d'un petit nombre selon la vertu. Voici donc l'organisation la meilleure pour le gouvernement d'une cité ou d'un royaume. À la tête est placé, en raison de sa vertu, un chef unique ayant autorité sur tous. Et puis viennent un certain nombre de chefs subalternes, qualifiés eux aussi par leur vertu. Et cependant, la multitude n'est pas étrangère au pouvoir ainsi défini, car tous ont la possibilité d'être élus, et tous sont électeurs. Tel est le régime parfait, heureux mélange de monarchie, par la prééminence d'un seul, d'aristocratie par la multiplicité des chefs vertueusement qualifiés, et de démocratie, c'est-à-dire de pouvoir populaire, du fait que de simples citoyens peuvent être choisis comme chefs, et que le choix des chefs appartient au peuple. Et tel fut le régime institué par la loi divine. Fin de citation. Nous voyons donc ici, chez le docteur Angélique, que le concept classique de souveraineté populaire consiste à permettre la participation active et organisée des membres de la cité dans le cadre d'un gouvernement mixte et structuré de façon subsidiaire. Ce rappel me semble particulièrement important car, si trop de nos concitoyens ont effectivement été infectés par l'idéalisme démocratique, trop de catholiques, à mon avis, tout particulièrement en France, souvent d'ailleurs par réaction, s'attachent à l'erreur contraire qui est le modèle absolutiste, lequel est d'ailleurs d'invention protestante. En lisant ce passage de saint Thomas d'Aquin, nous voyons par ailleurs que les distinctions entre les strates de la société vues chez Pareto ou chez Jouvenel n'ont évidemment rien de nouveau, et qu'elles étaient déjà connues de la scolastique.
Ce qui distingue le principe de souveraineté catholique de celui diffusé par la philosophie moderne, c'est que les penseurs libéraux, en sécularisant l'origine du pouvoir politique, ont non seulement produit cette séparation entre morale objective et loi positive, mais ils ont également introduit dans l'esprit de l'homme moderne l'idée selon laquelle l'origine du pouvoir reposait strictement et littéralement entre ses mains. Cette illusion populiste conduit à deux problèmes majeurs qui rendent la classe politique, ainsi que le peuple, généralement complices et coupables des malheurs de la société. Car, en effet, sans principe directeur qui puisse transcender aussi bien le pouvoir politique que l'expression populaire, les mauvaises politiques du gouvernement représentatif ne peuvent presque jamais être contestées légitimement et condamnées moralement puisqu'il est entendu que le gouvernement en question a reçu le mandat explicite du peuple pour conduire ses politiques. C'est d'ailleurs l'argument qu'Emmanuel Macron a développé en plein mouvement de contestation contre la réforme des retraites, en affirmant, non sans raison d'ailleurs, que, je cite, « la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverainement à travers ses élus » et que, je cite encore, « l'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple ». Macron a fait comprendre par ses paroles qu'en effet, en vertu même des croyances populistes et des mythes historiques auxquels s'accrochent ses opposants de gauche comme de droite, il est politiquement et moralement légitime pour lui de conduire ses politiques, peu importe leur impopularité. Ces réformes sont nécessairement bonnes et nécessairement légitimes par le simple fait qu'une majorité de Français a élu Emmanuel Macron ainsi que son groupe parlementaire. Le grand drame politique de notre époque, c'est donc cette occupation générale des institutions essentielles à la civilisation par des individus et par des groupes animés d'un idéal profondément pervers qui repose sur des concepts dont le sens a été subverti. Cette grande usurpation générale se manifeste aussi bien dans l'État que dans les institutions matérielles de l'Église catholique, et nous savons parfaitement que ceci n'est pas le fruit du hasard. Sur le plan politique, nous devons donc nous appliquer à éviter deux erreurs. D'une part, celle qui consiste à succomber aux illusions populistes. Mais ça, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. D'autre part, nous devons éviter de repousser comme hérétiques ou comme mauvais des concepts ou des outils politiques fondamentalement neutres, sans quoi nous tombons dans le travers idéologique et idéaliste de nos ennemis et nous nous mettons en contradiction avec la doctrine politique de l'Église. Donc, si nous pensons pouvoir et devoir contribuer à apporter des solutions politiques et spirituelles à la société française aujourd'hui et demain, il est nécessaire que nous participions à la formation dans ce pays d'une élite élevée dans la foi catholique. Et bien sûr, ce travail ne doit pas se limiter à l'élite non gouvernante, mais également se diffuser dans toutes les parties saines de la base populaire. Mais d'une certaine manière, en vertu des lois de l'histoire et de la politique, la formation de cette élite chrétienne est précisément ce qui permettra le développement plus rapide des idées intégralistes au sein même de la base populaire. Ce sera tout pour aujourd'hui les amis, je compte sur vous pour liker et partager cette vidéo que je crois particulièrement utile sur le plan politique. Je vous signale aussi une très bonne nouvelle puisque j'ai enfin pu retravailler le site du Fonds Saint-Mathieu et vous pouvez désormais directement devenir membre en vous rendant sur le site directement par carte bancaire de façon très fluide et sécurisée. Et si vous aimez le travail du Fidepost ou si vous voulez tout simplement soutenir le développement du Fonds Saint-Mathieu sans forcément devenir un membre, vous pouvez également faire une donation du montant de votre choix sur le site, le lien est dans la description. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, Notre-Dame auxiliatrice, priez pour nous.